Bien, merci. Madame la directrice générale, Monsieur le Président, mes chers collègues. Notre commission, comme vous le savez, en tout cas les collègues le savent, nous sommes beaucoup penchés sur la situation préoccupante de certaines filières industrielles. Je pense à la filière automobile ou bâtiment, et nous avons déjà reçu un certain nombre de patrons d'entreprises et de représentants de ces filières. Une autre filière se trouve, selon nous, dans une situation quelque peu difficile, tout en représentant beaucoup d'emplois et de valeur ajoutée, c'est celle de la chimie. C'est pourquoi nous accueillons et nous vous en remercions les représentants de France Chimie afin de faire le point sur la situation économique et les perspectives de développement de l'industrie chimique en France. Nous recevons ainsi Madame Magali Smet, directrice générale de France Chimie, Monsieur Frédéric Fournet, membre du COMEX de France Chimie, président de France Chimie Grand Est, et Monsieur Pierre Luzeau, membre du COMEX de France Chimie. Quelques mots très rapides, et évidemment mes collègues interviendront pour les différents groupes parlementaires. Notre pays est désormais confronté à une série de plans sociaux et de fermetures de sites de production industrielle, avec pour l'année dernière plus de destruction que de création d'usines. Là, je parle tout secteur confondu, industriel, et une part de l'emploi industriel qui n'a jamais été aussi faible. Des décisions de fermeture ou de cession d'usines qui peuvent interpeller un certain nombre de collègues quand elles concernent des sites qui paraissent rentables, des groupes qui font des bénéfices, voire qui versent d'importants dividendes, tout en bénéficiant souvent d'aides publiques substantielles. Dans le cas de l'industrie chimique, l'avenir de certains sites nous apparaissent en jeu. Je pense à Vencorex dans l'Isère ou d'autres groupes comme des usines de Solvay, Bayer, Metex, etc. Avec des inquiétudes pour l'emploi, bien sûr, l'emploi local. Et nous représentons ici aussi tous nous sommes élus dans des circonscriptions où bien souvent il y a des industries chimiques importantes, mais également pour la maîtrise souveraine de certaines productions stratégiques. Je pense à l'aérospatiale, la défense, et puis évidemment la question des coûts de dépollution, de reconversion de ces sites. L'indépendance et la souveraineté industrielle nous paraissent d'autant plus importants dans le contexte géopolitique mondial en plein bouleversement que nous connaissons. Juste avant de vous céder la parole, juste 2-3 questions. D'abord, en octobre dernier, France Chimie lançait un cri d'alarme sur la crise qui touche le secteur en France et en Europe, avec le risque de détruire au moins 15 000 emplois directs dans notre pays. Et évidemment, nous vous interpellerons sur les entreprises, les filières les plus menacées, mais aussi ce que vous attendez du gouvernement, des législateurs en la matière. Question aussi, j'imagine, de la part de mes collègues sur les coûts de l'énergie, puisque vous avez des industries particulièrement consommatrices en énergie. Et à l'heure d'un post-Arendt à venir aussi, quelles sont vos préconisations en la matière? Et puis évidemment, je ne saurais finir sans évoquer la question de l'écologie, de la planification, de la reconversion écologique. Chacun y mettra son terme, mais en tout cas, voilà, doit-on forcément sacrifier la conversion écologique dans un contexte de concurrence internationale, ou sinon comment au contraire la garantir? Merci encore, Madame la Directrice Générale, messieurs, d'être à nos côtés pour informer les membres de notre commission et participer à cet échange. Je vous laisse la parole maintenant pour une introduction d'une quinzaine de minutes, comme nous en avons convenu. Merci à vous. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour nous entendre sur la crise que traverse notre secteur en Europe et en France, et sur les mesures attendues par nos entreprises. Alors, je vais m'autoriser quelques mots en introduction pour présenter notre industrie et l'organisation que nous représentons. La chimie est un secteur économique majeur en France qui regroupe 4 000 entreprises et emploie 200 000 salariés sur l'ensemble du territoire. C'est un secteur qui est tourné vers l'export, avec 74% de notre chiffre d'affaires qui va à l'export et la moitié qui part hors d'Europe. C'est un secteur qui a connu une croissance continue depuis 15 ans et jusqu'à la crise Covid, qui a affiché une croissance nette en emploi et qui innove au bénéfice de l'ensemble de l'industrie. Nous consacrons à peu près 8% de nos effectifs aux activités de recherche. Nos solutions innovantes sont attendues par cette industrie pour relever les défis sanitaires, climatiques et environnementaux. Par exemple, nous développons les nouveaux principes actifs pour la pharmacie, des matériaux plus légers pour l'industrie automobile et aéronautique, de nouvelles solutions pour les batteries électriques, une économie plus circulaire, une agriculture plus durable, et j'en passe, les exemples sont nombreux. Ce rôle clé
il a été reconnu par le rôle qui nous a été donné dans France Relance et France 2030. Il a été également reconnu au niveau du Conseil européen, puisque nous faisons partie des secteurs industriels qui sont considérés comme stratégiques pour la souveraineté industrielle. Donc j'insiste sur le mot souveraineté. Quant à France Chimie, notre fédération représente ce secteur et ses entreprises. Nous avons la chance d'avoir 900 adhérents et 1300 établissements. Et nos experts ont un double rôle, celui d'accompagner dans la mise en œuvre des réglementations, mais également de les accompagner dans leur transition énergétique, environnementale et digitale. Alors après ces quelques mots d'introduction, je voudrais préciser que nous ne pourrons pas commenter les cas spécifiques de fermeture de sites de nos adhérents. En revanche, aujourd'hui, nous souhaitons partager le contexte global qui nous semble pertinent, malgré tout, pour comprendre la situation de ces sites spécifiques. Donc le contexte plus global de la crise que traverse notre secteur. Frédéric Fournet, donc vice-président de France Chimie, et Pierre Luzeau, donc président de la commission compétitivité, viendront illustrer mes propos et vous faire part de leurs attentes spécifiques. Alors, vous l'avez parfaitement mentionné, Madame la Présidente, en octobre dernier, nous avons, France Chimie, tiré la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme pour une fédération comme la nôtre, c'est assez inédit, mais tout comme la crise que nous traversons actuellement, à la fois par l'ampleur de cette crise, par la durée de cette crise et parce qu'elle touche l'ensemble des chaînes de valeur. Le premier élément dont il faut tenir compte, c'est que le taux d'utilisation des capacités industrielles au niveau européen stagne à 75% depuis maintenant 27 mois. Parmi nos adhérents, ce taux d'utilisation a même baissé à 71% depuis le début de l'année. Pour une industrie de coût fixe, ce taux d'utilisation ne permet pas de maintenir ni l'outil ni l'emploi. Alors ce décrochage, il s'explique par différents facteurs, une demande en berne, mais surtout un déficit de compétitivité lié à des coûts de l'énergie qui sont toujours très élevés et qui impactent à la fois le coût de nos matières premières et plus globalement l'ensemble de nos coûts. Malgré une accalmie par rapport à un pic de la crise énergétique, le prix du gaz en France devrait rester 3 fois supérieur à celui aux États-Unis et le prix de l'électricité à environ 1,7 fois supérieur aux États-Unis dans nos projections à moyen terme. Notre compétitivité, elle est également affectée par une réglementation dont nous soutenons l'ambition, mais qui n'est pas toujours proportionnée au pragmatique. Aussi, depuis 20 ans, le coût de la réglementation a augmenté en Europe et est passé de 4% à 12% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que nous consacrons à la recherche. Malheureusement, nos concurrents internationaux n'ont pas suivi cette tendance et malheureusement, nos clients n'ont pas valorisé ces surcoûts. Ce contexte défavorable, il est aggravé par les politiques industrielles offensives des autres régions du monde, États-Unis, Chine, Inde, Russie, et en particulier par la politique d'investissement agressive de la Chine qui conduit à des surcapacités mondiales dans de nombreux segments et au déversement de production à prix cassé en Europe. À date, la chimie concentre 39 des 146 dossiers anti-dumping ou anti-subvention en vigueur ou en instruction à Bruxelles. Malheureusement, et nous y reviendrons, l'instruction de ces dossiers est trop lente. Enfin, nous subissons en France, et ça c'est un cas particulier à la France, une fiscalité anormalement élevée, puisque le poids des cotisations employeurs et des impôts de production nets des subventions d'exploitation atteint aujourd'hui 18% de la valeur ajoutée. C'est un record au niveau européen, largement en écart par rapport à la moyenne européenne qui est de 11%, et largement en écart par rapport au deuxième sur ce podium qui est la Suède à 13%. Donc cette perte de compétitivité que vous avez mentionnée en introduction, elle n'affecte plus seulement les secteurs à l'amont, c'est-à-dire les grandes molécules comme le chlore, l'ammoniac, l'éthylène. C'est vraiment le modèle économique de toute la chimie européenne qui est en jeu.
Au niveau français, nous avons fait une étude avec le cabinet Advancy et effectivement, nous sommes arrivés à la conclusion que sans mesures et actions résolues des pouvoirs publics, nous considérons que 47 sites et 15 à 20 000 emplois seraient menacés dans les 3 à 5 ans. Ce même constat a été établi au niveau européen et vous retrouvez des chiffres en termes d'impact sur l'emploi qui sont multipliés par un facteur 10. Cette situation, évidemment, elle n'est pas souhaitable. Au-delà de l'impact massif sur les emplois, elle pourrait créer de nouvelles dépendances sur des filières stratégiques comme la santé, l'énergie, la défense, l'alimentation, l'automobile, et détériorer l'empreinte carbone de la France. Pour finir, je voudrais insister sur une caractéristique particulière de la chimie, qui est que nos sites sont très imbriqués. Et donc, des effets dominos sont à craindre lorsqu'un atelier s'arrête. À l'amont, parce que les débouchés disparaissent. À l'aval, parce que l'approvisionnement n'est plus assuré. Ou bien au sein d'une plateforme industrielle où les acteurs avaient l'habitude de partager des synergies de coûts en partageant les mêmes utilités. Donc le constat de fragilité étant maintenant posé et les raisons exposées, je vous propose de lister les démarches attendues par le secteur au travers de 2 témoignages concrets. Frédéric Fournet pour un énergo-intensif, un site énergo-intensif à l'amont et dans les intermédiaires. Ce secteur représente 40% de notre chiffre d'affaires. Puis Pierre Luzeau pour un acteur représentant la chimie de spécialité et la chimie fine pharmaceutique qui représente à peu près 27% de notre chiffre d'affaires. Frédéric. Merci Magali. Monsieur le Président. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Oui, donc je vais effectivement, comme l'a dit Magali, décrire une situation d'une entreprise que je dirige, qui s'appelle Alsace Chimie, qui est située en Alsace, du côté de Mulhouse, le long du canal du Rhin. Non pas pour rentrer dans le détail de cette entreprise, mais parce qu'il est symptomatique et emblématique, comme Magali l'a dit, des sites énergo-intensifs. Voilà, nous sommes un acteur majeur de la production de sel de nylon. Nous sommes le leader européen de production d'acide adipique et toutes ces molécules sont utilisées dans de nombreuses chaînes de valeur en aval au niveau de matériaux pour l'automobile, le textile, les biens de construction et quelques autres. Nous employons 700 salariés. Nous sommes donc une entreprise de taille intermédiaire qui est effectivement très capitalistique avec des flux, des volumes et des consommations énergétiques très importants puisque nous avons vocation à irriguer toute l'Europe en matière d'intermédiaires, de production d'intermédiaires pour les industries aval. Ces dernières années, nous avons massivement investi dans la décarbonation de nos activités pour atteindre une baisse de quasiment 80% de 1990 par rapport à 1990. Et nous sommes bien engagés dans notre feuille de route de décarbonation pour atteindre moins 90% d'ici 2030. Voilà. À ce titre, au titre de la décarbonation, il est important de préciser que nous co-gérons avec d'autres partenaires une zone industrielle bas carbone, appelée COB 30, qui regroupe les principaux acteurs de la plateforme industrielle. Magali citait effectivement des plateformes très imbriquées et nous en sommes un exemple emblématique. C'est un écosystème qui est unique en Europe, dédié à la production de polymères de spécialité et qui a connu, jusque dans les années 2019, des investissements de croissance très importants, de l'ordre de 900 millions d'euros. Malheureusement, depuis 2022, nous subissons aujourd'hui une demande en berne, une très forte compétition de la part des acteurs américains et chinois. Nous subissons les coûts élevés de l'énergie, des matières premières, ce qui nous fragilise. Voilà, nous sommes un exemple assez emblématique d'un écosystème très efficace lorsque tout fonctionne bien et qui peut se dégrader rapidement si l'un de nos partenaires montre des signes de fragilité. Voilà, nous sommes également symptomatiques de la chimie des grands intermédiaires qui connaissent depuis 2022, depuis 27 mois, un cycle bas, à un point tel qu'on se pose la question de savoir s'il n'est pas structurel. Alors, que pouvons-nous faire pour assurer la pérennité long terme, non pas de Alsace Chimie et de la plateforme Zibac, mais plus généralement des plateformes énergo-intensives telles que les nôtres, qui sont nombreuses en France? Alors, je voudrais citer 3 priorités. Il y en a d'autres, mais je vais faire un focus sur 3 priorités. La première d'entre elles, c'est la compétitivité.
C'est très important et il nous faut effectivement un accès à une énergie compétitive en France et plus particulièrement un accès à la fois sécurisé et prévisible à une électricité bas carbone. Voilà. Nous bénéficions auparavant, nous continuons de bénéficier cette année du dispositif ARENH. Aujourd'hui, on ne voit pas d'équivalent pour le futur et il nous est vraiment impossible de valider notre feuille de route de décarbonation avec un tel niveau d'incertitude parce que cette feuille de route de décarbonation, elle est basée sur une électrification de nos procédés. Quelques chiffres pour l'illustrer rapidement. Selon les différentes trajectoires de décarbonation, on envisage effectivement 400 MW électriques supplémentaires. 400 MW, c'est 25% de l'EPR de Flamanville, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et à la date, nous constatons que le marché de l'électricité, largement influencé par les prix du CO2 et du gaz, se développe progressivement à 3-5 ans et que ces offres futures à 3-5 ans sont aujourd'hui plus compétitives que les contrats moyen terme que propose EDF. Donc, sans électricité compétitive, nous ne pourrons pas assurer cette feuille de route de décarbonation. Enfin, la compétitivité de l'énergie, c'est aussi un enjeu de taxation et de coûts réseau. C'est important et nous pensons que voilà, ces coûts réseau et ces taxes doivent être maintenus pour l'industrie à un niveau très bas, tout au moins pour l'industrie soumise à une forte compétition internationale. Premier volet, donc, énergie, électricité compétitive, prévisibilité et visibilité. Deuxième volet, c'est la transition écologique. Nous sommes accompagnés pour la transition écologique par France Relance, France 2030, les agences de l'eau pour tout ce qui est décarbonation et effectivement également les démarches d'efficacité hydrique. Il faut bien comprendre que ces démarches représentent un coût et que ce surcoût n'est pas, je dirais, valorisé en aval par la chaîne de valeur. Pour faire simple, ce surcoût, nos clients en aval ne peuvent l'assumer. Et la charge que nous avons, eh bien, c'est une charge que nos concurrents étrangers ne portent pas, hors Europe. Donc c'est un réel problème. Donc il convient donc effectivement de sanctuariser la politique de l'offre, de maintenir les dispositifs d'aide, de soutien à la décarbonation et aux efforts d'efficacité hydrique. Je rajoute, et l'exemple que j'ai donné sur effectivement les puissances électriques nécessaires le démontre, qu'il nous faut également du soutien au niveau de la création des réseaux. Voilà, sans réseau électrique, sans réseau hydrogène, sans réseau CO2, nous ne pourrons pas également nous développer comme nous le souhaitons. Et ces investissements s'annoncent vraiment massifs. Voilà, donc premier sujet, énergie. Deuxième sujet, décarbonation et transition écologique. Enfin, dernier sujet, la réglementation qu'a évoqué Magali. Je vais faire court, mais nous avons vraiment besoin d'un choc de simplification réglementaire. Ce n'est pas une pause réglementaire. La pause réglementaire n'existera pas, mais nous avons vraiment besoin effectivement d'une vision un petit peu plus, je dirais, réaliste et pragmatique. Quelques exemples, revoir le ZAN, zéro artificialisation nette, simplifier les démarches de permitting et faire la chasse aux surtranspositions. C'est vraiment très important. Magali a donné le chiffre de 1,3 milliard par an que nous dépensons pour que la filière dépense effectivement pour effectivement, la réglementation, à mettre au regard des 4 à 6 milliards d'euros dont la filière a besoin pour la décarbonation. Merci. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Mais voilà. Merci. Merci. Merci Frédéric. Je vais présenter maintenant d'abord très succinctement Séquence, qui est un groupe qui a 20 ans, qui je crois est emblématique de la chimie de spécialité, comme l'a rappelé Magali. On n'existait pas il y a 20 ans, on a aujourd'hui 25 sites dans le monde, 16 usines et 9 centres R&D. Notre caractéristique, c'est qu'on a un très fort tropisme français, puisque la moitié de nos sites et de nos effectifs sont sur les différents territoires français. C'est aussi, alors pour ce que l'on fait, on est essentiellement un fournisseur majeur, mais ce au niveau mondial, de principes actifs pour la pharmacie. Et je rappelle que ce que nous fabriquons, ce sont la molécule qui rend finalement le comprimé efficace, c'est la molécule qui soigne à la fin. Donc avec la crise du Covid, le grand public a évidemment découvert la vulnérabilité des chaînes de valeur, et en particulier sur certains approvisionnements
lointains, en particulier d'Inde et de Chine, et qu'on est aujourd'hui en France le principal, voire parfois le seul producteur de nombreux principes actifs en Europe. Je citerai l'aspirine, la citirizine pour les allergies qu'on prend très régulièrement, beaucoup d'anesthésiants, des sédatifs, des médicaments contre l'hypertension, le traitement du cancer. Au total, on a plus de 200 principes actifs qui sont fabriqués essentiellement en France, mais aussi en Europe. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui le savent, qu'on finit la construction d'un site de production de paracétamol en France, avec un procédé qui répond à des exigences environnementales qui sont clairement sans équivalent au niveau mondial et très loin d'ailleurs des critères que se fixent nos concurrents chinois et indiens. Au-delà de ça, on produit, et c'est important dans la chaîne, comme vous avez compris que les chaînes sont particulièrement intégrées dans la chimie, on produit aussi ce qu'on appelle des intermédiaires, des produits intermédiaires qui servent à fabriquer ces principes actifs, mais aussi tout un tas d'autres produits dans la chimie de spécialité. Et puis j'en finirai par dire que notre métier est un produit qui est particulièrement innovant, puisque non seulement on fabrique des principes actifs existants, mais on accompagne aussi les biotech, les start-up, les grands laboratoires pharmaceutiques à développer les traitements innovants de demain. Et c'est une partie qui est en très fort développement. Et donc à la question posée sur à quoi avons-nous besoin, ça sera finalement complémentaire à ce que Frédéric a présenté. D'abord de rétablir un cadre de concurrence mondiale qui soit moins naïf avec le reste du monde. La chimie pharmaceutique a ça de particulier que la situation est préoccupante et qu'on a eu, on peut dire, une certaine inaction de l'Europe après 2 crises majeures, le Covid et la crise énergétique. Mais on a eu aussi en parallèle une hyperaction des autres régions du monde. Et celle-ci profite très largement aujourd'hui de la vulnérabilité de l'industrie européenne pour prendre des parts de marché à des niveaux qui sont inquiétants pour la souveraineté en fait de l'industrie française et européenne, et évidemment dans un contexte géopolitique inédit que l'on connaît. Il ne s'agit absolument pas de viser l'autarcie, mais surtout de maintenir aujourd'hui une base industrielle suffisante, idéalement de la développer évidemment, en particulier sur les secteurs stratégiques, et la chimie en fait partie, comme il l'a été rappelé. Il faut aussi, je le crois, des instruments de défense commerciale qui soient plus efficaces. On ne peut pas attendre 18 mois que la Commission européenne décide s'il y a lieu ou pas d'introduire des droits de sauvegarde ou des droits de douane. Donc il faut être moins naïf, et ça veut dire aussi s'autoriser à préférer une production européenne qui réponde à nos standards, et c'est clé, nos standards environnementaux, sociaux, sur lesquels on ne veut évidemment pas toucher et revenir, mais aussi de répondre à des attentes en termes de souveraineté. On a un PIB industriel à 10%. Personne ici n'a envie que ça descende plus bas. Je donne quelques exemples de solutions en favorisant des achats européens durables, en donnant aussi la voix aux patients sur l'origine de leurs médicaments qu'ils ne connaissent pas et de leurs principes actifs, voire en imposant des quotas de production en Europe pour certains principes actifs critiques. Le deuxième sujet, c'est nous pensons qu'il y a une absolue nécessité à maintenir le soutien à l'innovation. La R&D est un élément absolument essentiel du maintien de la chimie en France. On doit innover pour produire ensuite en France. À ce titre, pour donner un ordre de grandeur, le CIR contribue à maintenir et à développer nos centres de recherche. Pour ma société, par exemple, c'est 10% de nos effectifs qui sont en R&D, et surtout, ils sont très majoritairement en France, alors qu'on est présent dans 8 autres pays. Donc on a pris cette décision de rester ici. C'est un vrai potentiel en France. Il y a une excellence de la recherche, et évidemment, le CIR nous aide à ceci. Merci beaucoup. Bien, donc nous allons maintenant aborder les interventions des oratrices et orateurs de groupes parlementaires. Je rappelle les règles, c'est 4 minutes tout compris, c'est-à-dire maximum 3 minutes de la part de l'intervenant. Je sais que c'est difficile, mais c'est 1 minute de votre côté. Par contre, vous aurez évidemment le temps que vous souhaitez après les interventions des oratrices et orateurs pour compléter.
Et puis ensuite, nous aurons peut-être des interventions d'orateurs individuels. Évidemment, vous avez évoqué des questions globales, le coût de l'énergie, la réglementation, la protection contre la concurrence, etc. Mais évidemment, les collègues parlementaires sont libres de vous interpeller sur des cas particuliers. Nous passons d'abord au groupe Rassemblement national avec Monsieur Julien Gabaron. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs les représentants de France Chimie, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre exposé très complet de la situation difficile que connaît le secteur de notre industrie chimique. Je tiens à noter que ce pilier essentiel de notre industrie possède encore une balance commerciale positive, et cela notamment grâce à vous. Mais nous sommes malheureusement sur une pente décroissante, concurrencée ardemment par les économies américaines ou chinoises, qui ne s'embarrassent guère des contraintes environnementales et énergétiques que nous, Français, nous, vassaux de l'Union européenne, faisons peser sur notre économie. Les études réalisées estiment qu'au moins 15 000 emplois directs seraient menacés par la mise en péril de votre secteur. Depuis le début de l'année dernière, plusieurs entreprises internationales ont déjà annoncé la fermeture de certaines activités en France. Un effet domino catastrophique serait alors à craindre, vous l'avez rappelé, au sein d'une industrie fondée sur des filières dont les activités sont fortement imbriquées. Depuis 8 ans, la gouvernance du président Emmanuel Macron, malgré de belles paroles, a conduit à des choix désastreux. D'abord sur la fragilisation de notre filière nucléaire, au profit d'un mix énergétique et de choix idéologiques qui ont finalement affaibli notre économie et notre industrie et qui vous mettent en concurrence frontale avec des économies qui ne s'embarrassent aucunement de telles préoccupations. Et alors même que ce président nous annonçait la réindustrialisation à marche forcée de notre pays suite à la période Covid, nous ne voyons toujours aucun signe positif venir en ce sens, bien au contraire. Conséquence directe, depuis près de 2 ans, le taux d'utilisation moyen des capacités de production reste en dessous de 75%, une situation insoutenable dans la durée pour une industrie nécessitant chaque année d'énormes investissements industriels. De cette situation hautement périlleuse pour notre économie et notre souveraineté stratégique, les élus du Rassemblement national ont pleinement conscience. Parce que nous sommes le pays d'Antoine Lavoisier et parce que nous sommes une nation industrielle, nous ne saurions nous résoudre à rester spectateurs du déclin de l'un des fleurons économiques et stratégiques de la France. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui en tant que premier groupe à l'Assemblée nationale et demain au pouvoir pour redonner à la chimie française les moyens de ses ambitions. Aussi, vous avez très clairement identifié 5 grands axes prioritaires d'action concrète. Parmi ceux-ci, un choc de simplification administrative. Cette formulation, très en vogue chez les architectes du dédale administratif qu'ils ont eux-mêmes conçu, nous interpelle sensiblement. Elle est peut-être l'un des axes proposés où nous, législateurs, serons les plus aptes à agir rapidement et de façon décisive pour libérer la chimie française de la pression normative qui l'étouffe. Aussi, pourriez-vous nous détailler très concrètement quels sont les leviers de simplification administrative que vous, professionnels, nous demandez d'actionner afin de pouvoir assurer le développement du secteur de l'industrie chimique française? Je vous remercie. Merci, Monsieur Gabaron. Je vous laisse réagir, s'il vous plaît. Ah, pardon. Oui. Excusez-moi. Donc effectivement, comme on l'a exposé, Frédéric Fournet l'a exposé, en fait aujourd'hui on est face à un poids de la réglementation que nos concurrents internationaux n'ont pas et que nos clients ne valorisent pas assez. Et oui, il va falloir faire probablement des choix. On ne peut pas demander à une industrie qui est fragile, telle qu'elle est aujourd'hui, si l'on souhaite effectivement préserver ses capacités industrielles pour des questions de souveraineté, on ne peut pas à la fois lui demander d'investir 4 à 6 milliards dans sa décarbonation et en plus rajouter à peu près 1 milliard d'investissements qui sont liés à des réglementations qui sont purement franco-françaises. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est simplement de réfléchir à un lissage, tenir compte, comme c'est fait habituellement, mais tenir compte aussi de la capacité des industriels à absorber ces pressions réglementaires supplémentaires, et donc revenir et réfléchir à quelles sont les réglementations qui pourraient être lissées dans leur délai de mise en œuvre et pour alléger la pression réglementaire sur ces sites. Merci beaucoup. Ensuite, pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Merci. Madame la Directrice Générale de France Chimie, Messieurs les membres de France Chimie, donc, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui devant notre Commission des Affaires économiques.
Il est important que nous prenions le temps de discuter en effet des enjeux stratégiques du secteur de la chimie. On le fait trop peu dans cette commission. C'est un pilier essentiel donc de notre économie à la fois française et européenne. En effet, je souhaite rappeler que la chimie elle joue un rôle central et fondamental dans notre développement économique, car elle est au cœur de l'innovation et de la recherche, et elle constitue aussi un levier incontournable pour atteindre nos objectifs de décarbonation. En fournissant les substances et matériaux indispensables à d'autres industries comme la pharmacie, le bâtiment, l'automobile ou l'agroalimentaire, on le sait, le secteur de la chimie joue un rôle clé dans la décarbonation de l'ensemble de notre économie, un enjeu majeur qui, je crois, est largement partagé ici. Cependant, comme vous l'avez rappelé, l'industrie chimique française et européenne traverse actuellement une crise sans précédent qui menace son avenir. Depuis 2022, la production a diminué à raison de facteurs tels que l'augmentation des coûts de l'énergie, vous l'avez rappelé, la faible demande mondiale ou aussi la concurrence accrue de pays tels que la Chine ou l'Inde. Le contexte géopolitique actuel, avec la révision des accords commerciaux sous les coups de butoir de l'administration Trump, pourrait également peser lourdement sur le secteur. Dans ce contexte difficile, nous sommes conscients que l'avenir de la chimie est en péril. Les répercussions sont déjà visibles, fermeture d'usines, suppression d'emplois et incertitudes pour certaines entreprises. J'ai notamment une pensée pour les salariés de Vancorex dans l'Isère, entreprise qui pourrait disparaître et entraîner par effet domino un affaiblissement considérable de la filière de la chimie iséroise, mais aussi ailleurs comme dans mon département du Rhône. Pourtant, avec les collègues de mon groupe, dont Camille Gaillard-Minier, députée de l'Isère, dont je salue la présence parmi nous et qui suit de près le dossier Vancorex, nous pensons que la chimie a et doit avoir un avenir en France et en Europe. C'est dans ce contexte que, la semaine dernière, la Commission européenne a présenté son pacte pour une industrie propre, un plan ambitieux pour soutenir la compétitivité et la résilience de notre industrie. Ce pacte fait de la décarbonation le moteur de la croissance pour l'industrie européenne et place la chimie au premier rang des secteurs prioritaires en Europe. C'est une orientation que nous soutenons, mais il faut maintenant que des actions spécifiques soient prévues pour l'industrie chimique. Alors dans ce contexte, où selon nous la sauvegarde de l'industrie chimique qui se trouve à un tournant de son histoire est en jeu, quelles sont selon vous les mesures de court, moyen et long terme pour soutenir, protéger et même promouvoir notre industrie chimique et sa transition écologique ? Qu'attendez-vous finalement de précis de ce plan d'action européen pour la chimie suite à l'annonce de ce pacte pour une industrie propre? Merci. Merci Monsieur Fugit. Madame la directrice. Alors, comme vous l'avez mentionné, la semaine dernière, effectivement, la Commission européenne a révélé un document important qui s'appelle le Pacte pour une industrie propre. Et on peut se féliciter que l'Europe se dote enfin d'une stratégie pour une industrie durable, résiliente et compétitive. Donc on a vraiment maintenant ces trois objectifs qui sont associés. Par ailleurs, en fait, ce document il reprend beaucoup des recommandations des rapports Letta et Draghi, et il pointe le fait qu'il va falloir augmenter significativement les moyens que l'Europe peut consacrer à son industrie. Il était dit 800 milliards pour éviter un déclin par le rapport Draghi. Je crois comprendre que l'État allemand est en train de parler de 500 milliards de son côté. Donc on voit que les moyens sont conséquents. Le troisième point important, c'est que ce pacte reconnaît l'importance stratégique de la chimie et sa vulnérabilité, puisqu'il intègre un plan de soutien dédié pour la chimie. Alors, face à la situation d'urgence qu'on a essayé de vous présenter, effectivement, nous appelons à ce qu'on sorte de simplement avoir des stratégies ou des communications de la Commission européenne, mais qu'on rentre dans des mesures concrètes et urgentes, selon 5 axes prioritaires. Le premier axe, c'est un accès à une énergie décarbonée et compétitive. Et là, je vais vous dire, la proposition de la Commission aujourd'hui n'est pas encore assez technologiquement neutre. Et les réponses par rapport au prix du gaz ne sont pas encore assez concrètes. Le deuxième élément, c'est restaurer la compétitivité des investissements et accélérer l'innovation. On a besoin d'accélérer les PIEC et on a besoin d'investir davantage dans la résilience de nos chaînes de valeur, donc probablement des molécules critiques. Et pour Je suis désolée, c'est pour vraiment essayer de respecter le même temps de réponse par groupe parlementaire, mais je note peut-être que vous y reviendrez et, en réponse évidemment à Monsieur Fugit, parce que c'est évidemment important. Je donne tout de suite la parole, si vous me le permettez, à Monsieur Jérôme Nury,
collègue pour la droite républicaine, puisqu'il doit absolument aller à un rendez-vous pour un groupe d'études important, quoi. Voilà, si vous me le permettez, de manière très exceptionnelle. Voilà. Merci Madame la Présidente, merci également aux collègues pour leur compréhension. Madame la Directrice Générale, l'industrie chimique française traverse actuellement, vous l'avez dit, une crise sans précédent avec des répercussions qui sont inquiétantes pour notre souveraineté industrielle. En effet, le taux d'utilisation des usines chimiques stagne en dessous de 75% depuis 2 ans, un niveau insuffisant pour garantir la rentabilité de ces installations. Ainsi, près de 15 000 emplois directs sont menacés d'ici à 2027. Parallèlement, la croissance de la production reste faible, avec une progression de seulement 1% en 2023 et des prévisions à 2% pour 2025. Plusieurs entreprises ont déjà annoncé la fermeture de certaines de leurs activités en France, à l'image de ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon, dans ma région de Normandie. Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. Des coûts énergétiques élevés, vous l'avez souligné, une réglementation de plus en plus contraignante et une concurrence internationale de plus en plus rude. Dans ce contexte, la préservation de notre souveraineté industrielle devient un enjeu majeur, en particulier pour le secteur de la chimie. Ce secteur est crucial pour notre économie, jouant un rôle important dans les domaines d'avenir tels que la batterie, la santé, l'hydrogène ou le recyclage. Dans le domaine de la santé, je tiens à saluer l'initiative exemplaire de Séquens, qui s'est distinguée par son engagement dans la relocalisation de la production du principe actif du paracétamol en France, dans l'Isère. Ce projet, lancé il y a environ 2 ans, répond de manière directe aux pénuries de médicaments que nous avons connues. Cette initiative est particulièrement louable car elle contribue à restaurer la souveraineté et l'indépendance de la France en matière de production de médicaments. C'est d'autant plus paradoxal et remarquable que Séquens est détenu par un fonds d'investissement américain. Cette initiative contrecarre aussi les décisions ubuesques et antipatriotiques parfois prises par certains grands groupes, eux, français. Et je pense tout particulièrement à Sanofi, qui a bradé le Doliprane et qui dépend à 80% pour ses actifs des médicaments de la Chine et de l'Asie. Cela étant dit, il est légitime de se poser la question suivante. Les leçons de la crise du Covid ont-elles véritablement été apprises? Selon vous, les pénuries de médicaments sont-elles sur le point d'être résorbées? Et deuxième point, très concrètement, à quel prix du mégawatt-heure considérez-vous qu'il faudrait ajuster le coût de l'électricité post-ARENH pour que vous restiez compétitif, puisque vous nous avez indiqué que l'énergie était un sujet d'inquiétude pour vous? Merci, Monsieur Nury. Monsieur le Président... Ouais, allez-y, monsieur... Alors, déjà, pour l'information sur Séquens et le fait qu'on soit détenu par des Américains, d'ailleurs, nos minoritaires sont tous français, y compris la BPI et de nombreux actionnaires financiers français. Et puis, deuxième point, ça fait 20 ans que je suis en charge, donc ça aide à avoir un poids dans les décisions. Ceci étant dit, vous avez parfaitement raison, les pénuries de médicaments continuent. On a eu, pour donner des chiffres, 37% des Français qui ont été confrontés au moins une fois à l'indisponibilité de médicaments en 23. Ça représente, en 22, c'était un peu moins, mais ça représente des chiffres qui sont totalement considérables et encore insuffisant. La cause est généralisée en Europe. Il faut imaginer que ce n'est pas un sujet uniquement français. Le premier outil à mettre en place, c'est d'avoir des stocks de sécurité chez les grands pharmaciens. Et deuxièmement, de se concentrer aussi sur les produits qui sont les plus en pénurie. Donc je pense qu'à cet égard, on va dire les travaux pour pouvoir relocaliser des médicaments est largement engagé. Je vous remercie d'avoir cité le projet paracétamol, mais j'avais indiqué en début d'intervention que nous en avons des dizaines et que c'est un engagement de notre part, en tout cas d'essayer de pouvoir reproduire ces médicaments et que malheureusement la pharmacie est à un temps long. Donc entre le moment de l'idée, le moment de designer un processus et le moment où vous trouvez le produit sur le marché, vous ne pouvez pas imaginer que ça demande moins de 4 à 5 ans. Donc ce qui a été semé ici arrivera à partir de 26-27 dans les officines. Maintenant, encore faut-il évidemment que le législateur trouve les moyens de défendre le prix de nos produits.
Pour le groupe La France Insoumise, Madame Sandrine Nosbé. C'est bon ? Ok. Merci Madame la Présidente. Madame Smet, Monsieur Fournet, Monsieur Luzo, nous devrions perdre donc 15 000 emplois d'ici 3 ans. Vous l'avez dit, Madame la Directrice Générale. Un cri d'alarme parmi tant d'autres face à l'industrie de la chimie qui est souffrante en France et en Europe. Le secteur de la chimie traverse aujourd'hui une crise inédite et très préoccupante. Baisse de la production, décrochage sur les coûts énergétiques, érosion de la compétitivité, fermeture d'usines, saignée sur l'emploi. Et dans ce secteur, quand un maillon casse, c'est toute la chaîne qui risque de s'écrouler. Vous l'avez dit également en introduction, et Vencorex en est la preuve. Les salariés du site de Pont-de-Claix en Isère ne cessent en effet d'alerter sur cette catastrophe en chaîne depuis plus de 6 mois, si la liquidation de l'entreprise est prononcée demain 6 mars. La fermeture de Vencorex, c'est la suppression de près de 450 emplois directs et de plus de 5000 emplois en cascade. C'est la création d'une friche industrielle avec des ateliers non démantelés, non dépollués, aux très nombreuses conséquences environnementales. C'est la fin de fournitures françaises de matières premières pour nos activités stratégiques, telles que la défense, le nucléaire et l'aérospatial. Le gouvernement se doit d'intervenir, de soutenir les salariés, de renforcer leurs droits, de sauver cette industrie. Il en a les moyens. Il a les moyens de sauver le site de Vencorex. La nationalisation temporaire aurait pu être la solution. Pourtant, c'est non, nous a dit le Premier ministre dans un courrier la semaine dernière. Face à ce refus, salariés et syndicats de Vencorex ne baissent pas les bras pourtant et proposent la mise en place d'une société coopérative d'intérêt collectif. Le dépôt officiel d'une manifestation d'intérêt en ce sens a été effectué près du tribunal de commerce de Lyon. Demain, alors que le tribunal doit se prononcer sur la liquidation ou pas de Vencorex, il est nécessaire qu'une prolongation soit actée et cette proposition de reprise sérieusement étudiée. Vencorex est aujourd'hui le symbole de la crise du secteur de la chimie, symbole également malheureusement d'un gouvernement qui ferme les yeux et laisse notre industrie sombrer et notre souveraineté nationale disparaître. Mes questions sont les suivantes. Que pensez-vous de la mise en place d'une SIC ? Que pensez-vous des conséquences de la fermeture de Vencorex pour le secteur de la chimie ? Je vous remercie. Merci Madame Nosbé. Madame la Directrice. Alors, effectivement, comme on l'avait dit dans notre propos liminaire, on n'a pas vocation à commenter les cas particuliers. Maintenant, effectivement, le cas de Vencorex, comme vous l'avez d'ailleurs parfaitement dit, il est assez symbolique de la crise que toute la chimie subit actuellement. C'est un site qui est énergo-intensif, qui avait bien engagé sa décarbonation, qui a fait face à une concurrence déloyale de la part de la Chine, qui avait une production de molécules rares en Europe, avec des compétences très spécifiques. Et donc, nous ne pouvons qu'en tant que représentants de la chimie, déplorer une telle situation. Après, en tant que fédération, je n'ai pas à commenter en fait les différents projets qui pourraient exister, que ce soit la nationalisation ou la coopérative, ce n'est pas de notre sort. Tout comme il n'est pas de notre sort en tant que fédération de réfléchir aux schémas industriels qui vont permettre à la filière en aval voilà. Je crois qu'il y aura d'autres auditions où vous aurez probablement les acteurs plus directement auxquels vous pourrez poser ces questions. Voilà. Mais effectivement, encore une fois, c'est effectivement assez symptomatique de la crise que nous subissons globalement dans la chimie. Et effectivement, c'est un cas ou une illustration des effets dominos et des risques que ça peut impliquer sur l'ensemble des chaînes de valeur. Merci, Madame la Directrice. Ensuite, pour le groupe socialiste, Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Président. Vous nous avez dressé un tableau de la situation de l'industrie chimique française et nous le savons qui est fortement internationalisée avec plus de 60% de la production française qui est exportée principalement vers l'Union européenne mais aussi vers l'Asie et l'Amérique du Nord. Les difficultés profondes du secteur sont connues, vous nous les avez rappelées, elles sont encore accrues sous l'effet des mutations induites par la mondialisation et les transitions énergétique et écologique d'ores et déjà amorcée. La crise énergétique liée à la guerre en Ukraine a d'ailleurs mis en lumière la dépendance de l'Europe aux importations d'hydrocarbures essentiels à la chimie de base. Les tensions géopolitiques actuelles ne sont pas de nature à rassurer les acteurs du secteur et les manœuvres de déséquilibre commercial des États-Unis de Donald Trump risquent de fragiliser encore plus une industrie qui est déjà en situation de réelle
difficultés. On parle de souveraineté industrielle, de secteur stratégique dans tous les discours, de tous bords, mais est-ce qu'on est en phase dans nos actes, dans nos politiques industrielles? Prend-on la mesure de l'importance du maintien de la chimie française? Vous avez dit ne pas souhaiter commenter les fermetures d'entreprises de vos adhérents, mais nous allons tout de même insister, puisque vous avez rappelé l'effet domino qui est lié profondément à la chimie, car les sites sont très imbriqués avec le partage des synergies de coûts. Et nous avons l'exemple de Vancorex, puisque je suis également députée iséroise, qui est en cours de fermeture et qui entraîne de facto très rapidement Arkema également, qui annonce aujourd'hui la fermeture totale de son entreprise sur la plateforme chimique de Jarry, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc chacun le sait, Vancorex est un sous-traitant clé de la dissuasion nucléaire française, avec un produit phare avec un sel de haute qualité, le seul d'ailleurs qui est labellisé par la DGA. Et on a évidemment toutes les inquiétudes sur l'avenir, notamment pour la fabrication du carburant des missiles nucléaires et des boosters d'Ariane 6. On parle de dissuasion nucléaire, de préservation de la défense européenne, et dans le même temps, on laisse tomber ce pan de la chimie. Vous avez aussi également parlé de la question de la compétitivité liée au coût de l'énergie. Je voulais savoir si vous avez contractualisé ou si vous êtes en discussion de contractualisation l'ensemble de vos adhérents avec les nouveaux dispositifs post-ARENH. Et puis, est-ce que chacune de vos entreprises provisionne dans leur budget la dépollution des sites et le démantèlement, puisque nous avons l'exemple avec Vancorex qui va partir en laissant le site non dépollué, non démantelé, et ce sont les collectivités qui devront assumer à terme ce coût, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Merci, Madame Battistel. Madame la directrice. Oui, alors très rapidement, en fait, pour vous dire que effectivement, le gouvernement a s'est mobilisé pour obtenir un plan de soutien pour la chimie. Voilà, vous le voyez dans un document récent du gouvernement qui s'appelle Ambition Industrie, et il y a un chapitre qui est dédié au soutien à la chimie, de la même façon dans le plan européen. Donc voilà, donc la situation de fragilité de la chimie est connue et les mesures que nous souhaitons concrètes et urgentes arrivent. Maintenant, sur le prix de l'électricité, je laisse Frédéric vous répondre. Madame la députée, oui. Sur l'électricité, je crains que les 30 secondes qui me restent ne me permettent pas de répondre complètement. J'en suis vraiment désolé. Moins de 30 secondes. Moins de 30 secondes, je vais essayer d'aller vite. Aujourd'hui, en ce qui concerne la signature des contrats moyen terme avec EDF, les progrès restent relativement limités. À notre connaissance, un seul contrat long terme a été signé avec EDF, et les contrats nucléaires simplifiés, les fameux CNS, sont en train d'être proposés effectivement aux électro-intensifs et aux électrosensibles. Mais le niveau de prix reste encore bien supérieur et semble rédhibitoire par rapport justement aux trajectoires de décarbonation et à l'utilisation qu'on veut faire de cette électricité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, vraiment de façon très rapide, mais on pourra peut-être y revenir au cours des questions. Du coup, juste après la fin des oratrices et orateurs, deux groupes parlementaires. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Charles Fournier. Merci Madame la Présidente, merci pour votre présence. Peut-être dire que nous passons beaucoup de temps à débattre de la question de la désindustrialisation ou des difficultés de réindustrialisation de notre pays, comme il y a un an, à l'inverse, on nous expliquait que tout allait bien et que c'était cocorico sur la réindustrialisation dans notre pays. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir, et la chimie en est un exemple parmi d'autres, parce que la chimie, on l'appelle aussi la mère des industries, puisqu'elle nourrit d'autres industries. Évidemment, en chaîne, on est dans une situation absolument inquiétante. Vous avez nommé un certain nombre de raisons. Vous appelez à l'aide même, je pense. Je vous entends appeler à l'aide sur un certain nombre de sujets. Vous avez nommé des raisons qu'on peut partager. Évidemment, le coût de l'énergie, il n'y a pas de discussion sur le sujet. La concurrence internationale, j'y reviendrai, elle est effective. La stagnation de la demande. Mais vous vous exonérez de toute responsabilité dans la situation.
vous exonérez par exemple du fait que nous ne maîtrisions plus les chaînes de valeur et il n'y aurait pas eu de délocalisation dans le passé. Vous n'auriez pas des groupes qui ont joué aussi sur la main-d'œuvre à pas cher en Arabie Saoudite, par exemple, pour faire du raffinage sur un certain nombre de produits chimiques. Vous n'auriez pas de responsabilité là-dedans. Moi, je pense que si on est à l'heure d'interroger des solutions pour l'avenir, il faut aussi peut-être se dire que le mot souveraineté, ce n'est pas un mot seulement à utiliser dans l'actualité. Il faut lui donner du sens, il faut lui donner une perspective. Et pour nous, cette souveraineté, elle n'est pas simplement la réponse à toutes vos demandes, elle est aussi des engagements écologiques et sociaux. C'est à ce prix-là qu'il y aura une souveraineté. Je voudrais d'ailleurs vous interroger sur votre vision, et j'espère que vous ne botterez pas en touche, du protectionnisme. Est-ce que vous seriez favorable à des mesures de protectionnisme, et lesquelles? Si elles devaient exister, vous êtes bien favorable à des mesures de baisse du coût du travail. Seriez-vous favorable à l'échelle européenne à des mesures de protectionnisme? Vous évoquez la situation de la chimie. Moi, je voudrais vous entendre sur la chimie verte, qui aurait été peut-être un levier de transformation de nos activités de chimie. Mais là aussi, des entreprises sont en difficulté du côté de la chimie verte. Je voudrais vous entendre sur, par exemple, les décisions qui sont prises, et puisque vous parlez beaucoup de décarbonation, mais dans la chimie, il y a d'autres enjeux. Il y a l'enjeu des toxiques. Et nous avons, par exemple, voté récemment une loi sur les polluants éternels. Et j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous envisagez l'essor de cette chimie verte, et est-ce qu'elle n'est pas, justement, une des voies pour pouvoir avancer. Et puis, vous allez me dire que face à cette chimie verte, c'est qu'il n'y a pas de demande et que c'est pour ça que c'est compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que vous pourriez attendre du Parlement pour que, en termes de réglementation, et non pas en termes de pause réglementaire, parce que j'ai entendu que vous évoquiez tout à l'heure un lissage des mesures réglementaires, mais de quelle manière vous considérez que nous pourrions pousser cette chimie verte, cette transformation de la chimie, et pas seulement sur la décarbonation? Merci. Merci. Monsieur Fournier, Madame la directrice. On va déjà vous répondre sur la politique commerciale. Il y a quelque chose sur lequel on peut s'entendre, c'est qu'il y a une concurrence déloyale sur les métiers qui sont les nôtres, et que la chimie, c'est un des secteurs qui est les plus affectés de ce point de vue-là. Sur 39 cas de mesures de défense commerciale en vigueur et en cours d'investigation, il y en a 39 pour la chimie sur un total de 147, donc 27%. Donc on est un secteur massivement attaqué. Il y a certains pays comme la Chine qui ont clairement compris le rôle stratégique de la chimie, pas que. Il y a l'Inde aussi, il y a les États-Unis, et qu'on est passé, par exemple, sur la Chine d'une autosuffisance à aujourd'hui une domination du marché mondial avec 40% des parts de marché. Donc, parmi la désindustrialisation, évidemment, cette concurrence qui revient en Europe, concurrence qui nous amène des produits à contenu carbone considérable. Certes, on a des usines qui ferment en France, mais malheureusement, on récupère les produits mal fabriqués. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, on soutient évidemment le pacte vert. C'est quelque chose d'important pour nous, mais il faut aussi convenir qu'on a besoin de réunir des conditions de réussite pour que ce plan évite une désindustrialisation massive. Tout le problème est évidemment du bon équilibre. Ça passe par une énergie compétitive, décarbonée. Merci. Et puis plein d'autres choses que vous allez compléter juste après, quand nous aurons fini avec les interventions des oratrices et orateurs de groupe. Pour le groupe démocrate, Monsieur Philippe Bollot. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Des injonctions contradictoires tendent à orienter l'avenir de la chimie en France et en Europe. D'un côté, face au risque de déclin d'un secteur stratégique pour notre souveraineté, la voix de la France pousse un Critical Chemical Act, identifiant 15 composés chimiques stratégiques à la manière de ce qui a été fait pour les matières premières et les médicaments. De notre côté, plusieurs molécules, plusieurs familles chimiques emblématiques de la pétrochimie sont pointées du doigt par les scientifiques en raison de leur impact pour le climat, pour la biodiversité et pour notre santé. Je fais ici référence aux additifs de la pétrochimie des polymères. Dans un cas comme dans l'autre, les arguments s'entendent. Défendre les emplois et la souveraineté, défendre une planète vivable pour les générations futures. Parce qu'il faut créer des emplois et de la valeur pour financer nos politiques publiques, parce que l'on ne peut plus attendre et reporter à plus tard la protection du vivant et des milieux, biens communs sans lesquels aucune politique économique n'a de sens sur le long terme. Quel chemin stratégique
peut être suivi par la chimie pour continuer à assurer ses fonctions vitales et essentielles sans produire des effets irréversibles au climat, à la biodiversité et à notre santé. Et en vous posant cette question-là, Madame la directrice générale, je suis particulièrement conscient de ce que cela représente comme difficulté dans la réponse. Je ne vous demande pas de vous positionner par rapport au sujet, aux solutions qu'apporte la chimie à adresser à ces transitions qui sont face à nous, mais par contre aux impacts que représentent certains secteurs de la chimie sur, encore une fois, le climat, la biodiversité et la santé. J'ai bien compris dans vos propos liminaires les difficultés qui étaient associées à cela, et en particulier les coûts induits qui représentaient évidemment des impacts significatifs pour vos clients et une concurrence internationale. Faut-il pour autant tout abandonner ? Mais ne s'agit-il pas d'une impasse, que c'est un tel abandon de cette transition écologique, car les économies d'aujourd'hui seront certainement les coûts majorés de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bollot. Madame la directrice. Alors, en 1 minute. Deux, parce que en fait, c'est 4 minutes en tout. Donc merci. Là, okay. C'est bizarre, ça. Très bien. Alors, très simplement. Déjà, premier point, en fait, je crois qu'on l'a peut-être pas mentionné, mais notre secteur a déjà réduit ses émissions de 70% depuis 1990. Et je pense que si vous regardez tous les secteurs industriels, nous sommes celui qui a le plus progressé dans sa décarbonation. Alors, effectivement, le sujet, c'est que là, on arrive sur des émissions qui sont plus difficiles à abattre, avec des investissements beaucoup plus importants. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à moins 80 en 2030. Le deuxième élément, vous avez parlé, quelle est notre stratégie par rapport à cette chimie et au niveau européen? Quel que serait demain ce plan de soutien pour la chimie? Il y aura 2 volets dans ce plan de soutien. Un premier volet qui est comment est-ce qu'on maintient les productions sur effectivement des molécules critiques qui sont très en amont, que parfois on n'arrive même pas à importer parce qu'elles ne sont pas faciles à transporter et qui sont essentielles pour que la compétitivité se diffuse, une compétitivité qu'on espère décarbonée, se diffuse sur les chaînes en aval. Le deuxième volet, c'est l'innovation. Et là, je vais répondre à monsieur le député tout à l'heure. En fait, évidemment, il y a aussi l'innovation. Évidemment, on a besoin de développer la chimie biosourcée. Évidemment, on a besoin de développer le recyclage chimique ou les matériaux de haute performance pour les batteries ou l'hydrogène. Voilà, donc c'est vraiment 2 volets. Une stratégie qui est à la fois comment est-ce qu'on travaille la résilience de nos chaînes de valeur et comment est-ce qu'on se prépare au marché et aux nouveaux marchés de demain. Merci beaucoup. Monsieur le Président Chassaigne, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui apparaît sans doute comme étant un point central des difficultés du développement industriel aujourd'hui, c'est sécuriser l'accès à une énergie bas carbone compétitive, une électricité moins chère. Et on voit bien que la difficulté, c'est dans le bras de fer qu'il y a notamment avec EDF pour la négociation des contrats long terme de 10-15 ans. On le voit avec des TPE, notamment PME même, sur nos territoires, qui ont le plus grand mal à avoir des tarifs qui soient des tarifs leur permettant de continuer à exister quelquefois, de continuer à exister, et qui pourraient leur permettre aussi d'avoir des investissements de décarbonation. Et c'est là une difficulté. Et je crois que vous n'avez pas communiqué, vous avez souhaité qu'il y ait des offres moyen terme, 3-5 ans, avec mécanisme de protection. Mais je vois une forme de contradiction par rapport à ça, parce que dans ce cas-là, je crois que vous pourriez dire, très franchement, que vous condamnez la libéralisation du marché de l'électricité. Parce que si on demande des mécanismes de protection, il faut aussi s'attaquer à la libéralisation du marché de l'électricité, c'est-à-dire une régulation qui soit publique, avec un service public de l'électricité. Est-ce que vous pensez qu'on peut véritablement répondre aux enjeux sans qu'on ait ce service public d'électricité? J'ajouterais, c'est peut-être plus délicat, mais quel tarif de mégawattheure permettrait selon vous de répondre aux objectifs de compétitivité? Et quelles sont les remontées que vous avez de terrain d'ailleurs, vraiment ce qui se passe au niveau de TPE-PME? On voit les grandes entreprises, Bayer, Arkema, Exxon, mais que se passe-t-il au niveau des PME notamment qui sont dans la chimie? Merci. Monsieur le Président. Oui, comme vous l'avez dit, il a été signé un accord entre EDF et l'État le 14 novembre 2023, si ma mémoire est bonne, qui effectivement
finalement, laisse une assez large liberté commerciale à EDF, avec des engagements en contrepartie. Et c'est effectivement sur ces engagements que notre filière et notre profession travaillent pour trouver effectivement des gisements qui permettent effectivement d'avoir des contrats acceptables à un prix acceptable et un bon niveau, je dirais, de partage de risques. Donc nos discussions, elles portent là-dessus. On pense que le système, il est plutôt vertueux, il est plutôt bon, mais il faut effectivement pouvoir s'entendre sur certains seuils, certains seuils de prix qui nous permettent effectivement de maintenir notre compétitivité. Par rapport à la question que vous avez posée sur les prix, c'est compliqué de répondre en tant qu'effectivement organisation professionnelle, parce que chaque cas est un cas, je dirais, particulier, bien évidemment. Mais en ordre de grandeur, on peut quand même un petit peu s'engager en ordre de grandeur. Un prix, il faut effectivement des prix qui soient les prix de nos concurrents hors Europe, si on veut effectivement avoir un système qui soit loyal et dans lequel nous puissions effectivement pérenniser et développer nos activités. L'ordre de grandeur pour un hyper électro-intensif, c'est 40 € du mégawattheure, et pour un électro, je dirais, intensif ou électro... C'était 42, oui. Je donne des ordres de grandeur, hein, madame, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et jusqu'à, laissez-moi terminer, 60 € du mégawattheure. Il faut rappeler, pour l'Arenh, c'est un bandeau Arenh. Hein, le prix moyen de l'électricité chez effectivement les industriels qui ont souscrit au contrat Arenh était supérieur, enfin, était effectivement bénéficiait de ce bandeau, mais il y avait toute une part d'électricité qui n'était pas effectivement dans ce niveau de prix. Merci. Donc, il faut qu'on... Alors, on a encore 3 oratrices, orateurs individuels, et ensuite, nous vous laissons la parole autant que vous le souhaitez. Donc, Madame Camille Galliard-Minet. Oui, Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale de France Chimie, Messieurs les membres de France Chimie. Alors, comme ça a été rappelé par mon collègue, je ne suis pas membre de cette commission et je remercie de m'accueillir, mais je tenais à être présente sur cette audition compte tenu des enjeux de l'industrie chimique sur mon territoire et de la détresse des travailleurs et de leurs familles. Le secteur de la chimie, vous l'avez rappelé, en termes d'enjeux stratégiques de souveraineté, mais aussi en matière d'innovation, est un secteur clé de notre économie. Il est classé d'ailleurs 4e au rang mondial s'agissant des dépôts de brevets européens devant la Chine. Mais, et vous l'avez également rappelé, ce secteur rencontre de grandes difficultés et fortement fragilisé. La plateforme de Pont-de-Clé et de Jarry met en exergue les difficultés que vous avez rappelées du secteur avec la procédure de redressement judiciaire en cours dans l'entreprise Vancorex, dont l'activité est centrale et reconnue, aussi bien sur le territoire isérois que sur le territoire français. Le tribunal de commerce se prononcera prochainement, alors non pas demain, comme cela a été rappelé, mais à la fin du mois sur sa liquidation judiciaire. Mais dès à présent, et comme ça a été également rappelé par ma collègue, d'autres entreprises ont déjà annoncé des licenciements, plus largement encore que ceux annoncés, comme Arkema, ce qui se laisse se dessiner l'effet domino redouté. Est-ce que, sur cette situation, comment est-ce que les entreprises de votre secteur appréhendent-elles la fermeture de Vancorex, l'éventuelle fermeture de Vancorex, et quelle action pourrait-elle être menée aux côtés des acteurs du territoire ? Merci à vous. Madame la Directrice. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir commenter un cas spécifique d'un site adhérent. Nous, en tant que fédération, nous avons souhaité alerter sur la situation plus globale de notre secteur, mobiliser les pouvoirs publics pour un plan de soutien et pour que, effectivement, ce genre de... Voilà, ces cas malheureux que vous vivez sur les territoires se reproduisent le moins possible dans l'ensemble de notre secteur. Voilà. Donc nous sommes mobilisés pour obtenir un plan de soutien. Ce plan de soutien, il se décline en 5 axes. Une énergie compétitive et décarbonée, un plan de soutien à l'investissement, à l'innovation, un choc de simplification réglementaire, une politique commerciale qui assure un cadre loyal, de concurrence loyale au niveau mondial, et accompagner les compétences. Et là, effectivement, on va avoir un sujet qui est non seulement de faire évoluer les métiers et compétences en fonction de la transition de nos secteurs, mais également en fonction des reclassements qui, malheureusement, vont devoir être réalisés dans les prochains mois. Merci. J'en profite pour informer les collègues que nous avons l'audition de Vancorex le 18 mars dans cette commission et l'audition d'Arkema le 19 mars dans cette commission. Voilà.
D'ailleurs, à la demande, en tout cas avec la suggestion d'un certain nombre de collègues parlementaires qui sont particulièrement concernés dans leur circonscription, mais pas que, et d'un certain nombre de groupes parlementaires. Voilà. Donc, Madame Marie-Noëlle Battistel. Oui, merci Madame la Présidente. Donc j'avais 2 ou 3 petits points à réévoquer, mais vous l'avez finalement donné, le prix acceptable que vous considérez de l'énergie. Je rappelle qu'il faut trouver un équilibre entre le prix que EDF est en capacité de proposer aux industriels et de conserver sa capacité d'investissement devant le mur d'investissement extrêmement lourd qu'il a à assumer. Je voulais vous poser une question assez précise, même si ça touche Vancorex, mais sans vraiment le dire. Comment expliquez-vous, tout à l'heure vous avez parlé de l'effet domino et de l'optimisation des coûts d'une plateforme où tout est imbriqué. Donc, sur le site de Pont-de-Claix, effectivement, tout est imbriqué, comme dans beaucoup de secteurs, et il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées à cette organisation. Comment expliquez-vous l'inertie des acteurs, des autres acteurs, autour du sujet de Vancorex, qui finalement ne vont plus bénéficier de la gestion de la plateforme et qui ne semblent pas être porteurs de solutions pour cette situation? Merci. Madame la directrice. Alors, par rapport au prix de l'électricité, effectivement, on a, je dirais, un destin et un commun avec EDF. C'est-à-dire qu'on a besoin, effectivement, qu'EDF réinvestisse et soit en capacité de réinvestir dans son parc nucléaire. Tout comme EDF, je pense, a intérêt à conserver une base industrielle importante pour avoir des consommateurs importants et ne pas se retrouver face à une surproduction électrique dont il ne saurait que faire ou qui serait tout simplement exportée. Je pense que quand nos pouvoirs politiques ont construit cet atout de compétitivité qui est le parc nucléaire français, c'était bien pour qu'il puisse bénéficier à la réindustrialisation. Et aujourd'hui, on peut rajouter aussi à la décarbonation de nos industries. Maintenant, quand on parle du prix de l'électricité, il faut toujours faire attention. Il y a le prix de l'électron, il y a le prix net rendu site. Vous rajoutez les coûts réseau, les taxes, etc., etc. Donc, pour que les choses soient bien claires, aujourd'hui, pour un électro-intensif, en 2019, mais c'est à peu près équivalent aujourd'hui, en bénéficiant de l'Arenh, net rendu site, il avait un coût de l'électricité qui était d'environ 52 € le mégawattheure. En 2026, d'après nos simulations et dans l'état actuel des discussions, il subirait une augmentation de 40%. Voilà. Merci. Donc 40% pour un secteur qui est très fragilisé, c'est une préoccupation majeure et nous avons besoin d'aboutir dans ces négociations pour maintenir à la fois une base industrielle importante et réussir évidemment le renouvellement du parc nucléaire. Merci. Madame Cyrielle, Madame la Présidente, Cyrielle Chatelain. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais inscrire mon intervention dans la suite de l'intervention du député Fournier pour dire qu'il y a 2 enjeux. Il y a effectivement l'enjeu et le devoir du gouvernement de soutenir une industrie française et de l'autre aussi une responsabilité des industriels. La première d'entre elles est quand même de se contraindre, comme le font tous les citoyens, un certain nombre de règles. Et j'avoue que je suis étonnée au vu de la difficulté européenne que connaît le milieu de la chimie d'entendre par exemple des avis sur le ZAN. Je pense que la question du ZAN n'est sans doute pas l'un des éléments premiers de la difficulté de la filière chimique. Ça, c'était la remarque. Après, j'ai 3 questions précises. 1, le sel, pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir du sel français ? Est-ce que pour vous, c'est une composante importante à avoir au niveau français? 2, vous avez parlé d'effets dominos. J'entends que vous ne commentez pas les affaires particulières, mais est-ce que, par exemple, sur un site comme Vancorex, quels sont les effets dominos que vous pouvez anticiper en sachant que Vancorex a déjà eu un effet sur Arkema qui pourra avoir un effet, par exemple, sur ESA Ruby? Et donc ça, c'est seulement ce qu'on voit en Isère. J'imagine que vous avez un avis au niveau national. Et 3e question, la question de la solidarité entre les membres. Vous l'avez dit, il y a une interdépendance forte sur Vancorex. On le
le sait, aujourd'hui, il y avait des discussions entre les différents acteurs de l'industrie, du secteur chimique, pour arriver à des conditions qui permettaient de sauver le site. Ces conditions n'ont pas été réunies. Je pense quand même que quand on est une filière en difficulté, il y a aussi un enjeu de solidarité à l'intérieur de ses membres. Merci. Madame la directrice. Oui, alors je voudrais revenir en fait juste sur un point. On a parlé effectivement des difficultés du secteur. On n'a pas parlé aussi de ce qui fonctionnait bien dans notre secteur. Alors je voudrais quand même juste vous rappeler, il y a aussi 20 nouvelles usines qui sont sorties de terre depuis 3 ans. Ces 20 nouvelles usines, c'est des nouvelles implantations qui ont effectivement besoin de ne pas être contraintes par le ZAN. Voilà. Par exemple, vous avez aussi dans le recyclage chimique des projets qui avaient été annoncés au moment du plan de relance pour 2 milliards d'investissements. Donc c'est de la même façon, ces nouvelles implantations ont besoin d'avoir des autorisations environnementales et un processus qui facilite leur implantation. Donc c'est de ce point de vue-là où en fait on demande à avoir une accélération. La loi Industrie verte a intégré et a adopté déjà des premières mesures pour accélérer les choses. Nous ne sommes pas encore aujourd'hui à l'équivalent de ce que nous vivons dans d'autres régions du monde. Merci. Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Oui, je reprends la parole parce que j'espère que Madame la Directrice Générale pourra avoir le temps de compléter les réponses qu'elle n'a pas pu m'apporter tout à l'heure. Donc voilà. Parce que c'était un peu frustrant finalement, mais ce n'était pas sa faute, c'est la faute du timing. Et simplement, je voulais profiter, et vous venez de le dire à ma place, je voulais dire qu'il y avait aussi, je l'avais dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, aussi de belles choses grâce à la chimie, en termes d'innovation. Et je rappelle, et je le dis aussi un petit peu à la direction de mes collègues, secteur indispensable pour réussir la transition écologique dans notre pays. Vu toutes les conséquences au niveau de l'automobile, on l'a dit, etc., etc. Donc on ne réussira pas dans la transition écologique dans ce pays sans avoir une chimie et une industrie chimique forte. Et donc il faut qu'on se batte pour cela. Je profite des quelques secondes qui me restent, mais vu qu'on a dépassé sur les dernières interventions largement les 1 minute, je peux le faire. Je voudrais simplement aussi, quand vous répondrez, Madame la Directrice Générale, que vous évoquiez aussi la question du recrutement, des compétences, comment vous voyez les choses avec l'enseignement supérieur, comment ça se passe, est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à recruter, si oui, est-ce qu'il y a des niveaux de diplôme où c'est plus difficile que d'autres, et comment ça se passe finalement. Et d'un autre côté aussi, la question de l'apprentissage, donc au niveau de la chimie, si vous pouviez un petit peu nous donner les chiffres, parce que c'est très bien d'avoir les 200 000 emplois, les 74% du chiffre d'affaires à l'export, mais si on peut aussi savoir un petit peu comment ce secteur intègre et insère nos jeunes, c'est aussi quelque chose de positif à nous donner ici devant cette commission. Merci. Merci Madame la Directrice. Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le député de poser cette question sur les compétences. C'est bigrement important dans notre filière. On va voir effectivement, on s'attend à avoir effectivement un départ important en retraite dans les années qui viennent. Et on s'attend à recruter à ISO position environ 120 000 salariés sur les 5 prochaines années. Donc effectivement, c'est un enjeu majeur de pérennité de nos activités. On a déjà identifié effectivement un certain nombre de compétences sur lesquelles effectivement la situation de recrutement est assez tendue. On y travaille. Il y a également des disparités régionales sur lesquelles effectivement il faut que la filière travaille et encourage les pouvoirs publics effectivement à s'adapter à cette localisation et à cette disposition. Nous développons également l'apprentissage. Nous avons plus de 8 000 apprentis qui, par rapport à 2019, doivent représenter 25% d'apprentis supplémentaires. On promeut vraiment les industriels de la chimie, on promeut l'apprentissage. On a beaucoup de succès avec ce dispositif. On espère que ce dispositif sera pérennisé et que nos adhérents pourront continuer effectivement de bénéficier d'aide pour pouvoir disposer de ce dispositif. Nous développons également les liens avec les écoles du secondaire également, pour créer des vocations. C'est relativement important. Et puis nous développons cette année spécifiquement, parce que voilà, la situation l'exige, une filière de reclassement. Madame la députée parlait de solidarité. Nous sommes une industrie solidaire. Et effectivement, en termes de reclassement, nous allons développer effectivement un certain nombre de réseaux pour pouvoir effectivement reclasser les personnels qui perdraient leur emploi. Merci. Monsieur Charles Fournier.
Merci, Madame la Présidente. Alors, vous n'avez pas vraiment répondu, Madame la Présidente, à la Présidente Châtelain sur les questions qui étaient soulevées. Je voudrais vous le dire. Vous parlez d'un grand choc de simplification, mais moi j'entends, et dans vos propos c'était assez, je pense, explicite, réduction des protections environnementales. Parce qu'en fait, c'est ça que vous dites. Le seul sujet que vous avez nommé dans ce choc de simplification, c'est le ZAN. Et donc, on a l'impression que vous venez avec une liste de demandes, tout en disant d'ailleurs, par ailleurs, moins d'État, mais de demandes fortes à l'État, de soutien financier, d'abaissement des protections à la fois sociales et écologiques. Mais sans dire, vous, quelle contrepartie vous allez apporter à tout ce... Parce que moi, je suis pour un plan de soutien, parce qu'on a besoin de conserver notre chimie. Mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on ait voté une loi sur les polluants éternels? Est-ce que vous avez la mesure que tout ça va coûter à la collectivité entre 95 et 2000 milliards pendant 20 ans de dépollution de notre pays en raison de ces polluants éternels. Et ces polluants éternels, ils ne viennent pas de nulle part. Alors moi, je veux bien qu'on réponde à un certain nombre de demandes que vous formulez, mais de votre côté, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse avancer, sortir des toxiques, avoir une vision d'une chimie qui soit compatible avec notre avenir? Merci, Monsieur Fournier. Madame la directrice, Monsieur le Président. Nous vivons effectivement dans un monde où la perception du risque, la mesure du risque est de plus en plus fine, de plus en plus précise, et son acceptation de plus en plus faible. C'est une attente sociale, une attente sociétale, et on l'a parfaitement intégrée à France Chimie et chez les industriels de la chimie. Donc nous promouvons effectivement une chimie responsable, et derrière le terme responsabilité, il y a la préservation de la santé de nos salariés, de la santé bien sûr de nos communautés environnantes et le respect de l'environnement. C'est très clair. J'avais entendu parler tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vous, monsieur le député, qui l'avez dit, de pause réglementaire. En fait, on demande une simplification, on ne fait pas de pause réglementaire. Je vous prie, enfin, je vous invite à aller sur le terrain, visiter nos industriels de la chimie et regarder quelle est... OK. Et regarder l'implication de nos industriels dans la préservation de l'environnement, dans le nombre de moyens consacrés et qui grandit d'année en année, lié effectivement au sujet réglementaire. Donc, quand on parle effectivement de choc de simplification, on promeut une approche pragmatique, mesurée, un lissage dans le temps, parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment. Voilà. C'est ce type d'approche que l'on promeut, mais toujours dans le sens effectivement d'une industrie de la chimie qui reste responsable et à l'écoute de ses concitoyens et des parties prenantes. Je vous remercie. Je vous laisse compléter autant que vous le souhaitez, évidemment. Et je pense notamment aux questions posées par M. Fugit, mais pas seulement. Voilà. Et pas que. L'ensemble des groupes parlementaires qui ont posé, évidemment, des questions, j'imagine, pour lesquelles vous avez encore des compléments. Merci, Madame la directrice. D'accord. Je vais démarrer, puis je laisserai effectivement chacun de mes collègues compléter. Parmi les points que nous n'avons pas eu la possibilité d'aborder, je voudrais juste rappeler en fait le plan de relance post-Covid. Ça a créé effectivement un dynamisme dans l'investissement en chimie qui était spectaculaire. En fait, on a vu effectivement et on a eu des annonces. 5 milliards d'investissements étaient annoncés, que ce soit dans la décarbonation, la chimie biosourcée, le recyclage chimique, les matériaux, les polymères de spécialité ou les principes actifs de la pharmacie. Ça, c'était des annonces. Et effectivement, nous, notre enjeu en tant que fédération, c'était de s'assurer que ces annonces se matérialisent. La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en a suivi ont effectivement bousculé largement cette dynamique d'investissement. Par-dessus ça, la politique d'investissement très offensive de certaines autres régions comme la Chine et les États-Unis ont apporté un deuxième bouleversement. Donc effectivement, la situation, elle a évolué très, très rapidement dans un mauvais sens. Pour répondre par rapport au Clean Industrial Deal, et pour finir ma réponse... Allez, je reprends. Donc, nous avons... Dans le Clean Industrial Deal, en fait, ce que nous attendons en priorité, donc toujours, ce sont les mêmes axes. C'est un accès à une énergie décarbonée compétitive. Sur ce volet-là, donc c'est l'Affordable Energy Act, de l'anglicisme, nous avons besoin d'une meilleure neutralité technologique. Aujourd'hui, la Commission
à une expression qui est plus positive vis-à-vis du nucléaire, mais ça ne va pas jusqu'à considérer que le nucléaire est une solution pour la décarbonation de l'industrie. Il va falloir y arriver. Tout comme le CCS, la séquestration et la capture du carbone. De la même façon, le gaz, la Commission dit qu'il faut travailler sur la compétitivité du gaz, mais pour l'instant, nous ne voyons pas de mesures concrètes. Le deuxième axe, c'est restaurer la compétitivité des investissements et accélérer l'innovation. Là aussi, la Commission s'engage pour effectivement restaurer un modèle économique pour relancer l'investissement et notamment dit qu'il faut accélérer les PIEC, les projets d'intérêt européen commun. Pour autant, les mesures concrètes adossées à cet objectif ne sont pas précisées. De la même façon, de notre côté, France Chimie, et je pense que c'est une priorité qui est partagée par les pouvoirs publics français, nous demandons à ce qu'effectivement on travaille à soutenir la décarbonation et la modernisation des sites les plus critiques pour la souveraineté de la chimie. Troisième volet, c'est mener un choc de simplification réglementaire. Alors effectivement, vous avez entendu parler d'un omnibus, c'est le terme consacré, qui s'intéresse au reporting environnemental et au devoir de vigilance, qui, de notre point de vue, effectivement, apporte des progrès, mais pour l'instant, en fait, ces améliorations sont plutôt considérées comme des petits pas par l'industrie française et ne vont pas assez loin. Notamment, par exemple, les grands groupes en fait, ne voient pas spécialement de simplification qui leur sont apportées. Enfin, donc, Pierre pourra y revenir, on a besoin effectivement de rétablir un cadre de concurrence commerciale équitable. Et là, de ce point de vue-là, le Clean Industrial Deal est encore assez limité dans son expression. On va dire qu'il est plus favorable à multiplier les accords commerciaux pour diversifier les approvisionnements, ce qui est nécessaire, bien sûr, mais il faut également aussi donner les moyens à la Commission européenne d'utiliser correctement les instruments de défense commerciale dont nous avons la possibilité de le faire. Voilà. Pierre, je ne sais pas si tu veux... Oui, je voulais juste revenir sur le fait qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce dont on n'a pas du tout... Il y a un éléphant dans la pièce dont on n'a absolument pas parlé, c'est ce qui se passe au niveau géopolitique et qui est quelque chose d'absolument majeur pour l'industrie chimique. Je fais en quelques mots, mais sachez qu'on exporte 6 milliards d'euros vers les États-Unis, on importe aussi, donc il y a une balance commerciale qui est favorable à notre pays, mais en tout cas on a une grosse indépendance. Donc l'application des droits de douane de 25% va être quelque chose de très difficile à gérer. Le deuxième sujet dont vous êtes évidemment au courant, c'est la Chine. On a une concurrence déloyale avec la Chine, mais aussi avec d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles du jeu. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de dossiers, de mesures de défense commerciale qui ont du mal à se mettre en place. D'abord parce qu'elles sont lentes et deuxièmement parce qu'elles sont peu efficaces. Et si on soutient encore une fois le pacte vert, le problème de la concurrence équitable, qui est un des sujets, avec des produits importés qui doivent être soumis à des mêmes règles que les nôtres, des règles de réciprocité, ne fonctionne pas. Le dumping économique est donc n'est pas protégé et les pratiques de dumping environnemental, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, sont peu traitées. Et le dernier point, je voulais juste essayer d'élaborer autour de qu'est-ce qu'on fait face à une situation de droit de douane qui se monte. C'est un fait, que ce soit aujourd'hui au Mexique, au Canada, en Chine, tout a augmenté, c'était hier. La réaction de l'Allemagne, c'est de mettre 500 milliards d'euros sur la table et de se singulariser. Faut quand même se dire, face à ça, qu'est-ce que nous, Français, on dit sur l'industrie. Et il y a plein de sujets. Il n'y a aucune raison de revenir sur la roadmap stratégique sur lesquels on est déjà engagé. Mais moi, j'aimerais bien comprendre si la représentation nationale reconnaît ce secteur comme stratégique pour la souveraineté industrielle à un niveau où on est très bas, qui rappelle que c'est un secteur exportateur et que ça va être très compliqué dans les mois à venir,
et que finalement, les deux menaces de l'administration américaine, ça va être les tarifs douaniers et malheureusement l'indépendance au GNL, puisqu'on a un choix qui est quand même relativement difficile à faire. Et de ce point de vue-là, donc on voit 4 sujets. Le premier, moi je le mets en haut. Alors, dans France Chimie, on peut discuter des priorités, mais moi je mettrais d'abord de veiller à maintenir notre production européenne, évidemment restaurer cette compétitivité, mais ça passe aussi par la diversification de nos sources, et en particulier avec des partenaires fiables. Donc la vraie question, c'est quels sont ces partenaires fiables pour l'énergie, pour les matières premières. Et puis 3, évidemment, on ne veut pas tomber dans une guerre tarifaire, mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas hésiter à utiliser des outils de défense commerciale qui sont à disposition, être plus agile dessus, et que, je répète, une fois qu'on a dit tout ça, la priorité, il faut comprendre le moment qu'on est en train de vivre, qui doit être donné à la défense d'une industrie qui aujourd'hui ne représente rien en France. Aller plus bas, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Donc pour nous, il y a parce que sans industrie, il n'y a pas de souveraineté, parce que sans industrie, il n'y a pas d'innovation, et parce que sans industrie, il n'y a pas de décarbonation, enfin, à moins évidemment de ne pas en avoir du tout, il faut qu'on assume des choix politiques et stratégiques industriels, comme l'ont fait malheureusement pour nous toutes les autres zones du monde, et nous avec un décalage. Et on est en train douloureusement de s'en apercevoir. Monsieur le Président, je vais vous le souhaiter au... Merci Madame la Présidente. Oui, je voulais illustrer le... Bon, ça doit être bon. Je voudrais effectivement illustrer par un exemple les propos qu'a mentionné, que vient de prononcer Pierre. Sur la trajectoire de décarbonation. Et ça a été dit également par Magali, une baisse entre 1990 et 2015 de 70% de nos émissions. Un effort incroyable qui a été fait, mais un effort vertueux. Voilà. C'était vraiment effectivement de l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la baisse des émissions. Depuis effectivement, je dirais la crise de 2022, la situation est un petit peu différente. Et aujourd'hui, la filière se trouve en avance sur sa trajectoire de décarbonation à horizon 2030. Un tiers de cette réduction reste vertueuse, heureusement. Voilà, ça, c'est une réalité, avec effectivement des investissements malgré tout et des investissements importants et des résultats obtenus, mais 2 tiers proviennent en fait de la désindustrialisation. Voilà. Et donc ça, c'est clairement ce qu'on ne veut pas. Voilà, très clairement, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut retrouver effectivement notre souveraineté et pouvoir effectivement... enclencher cette dynamique positive que l'on a connue entre 90 et 2015, je dirais. Voilà. Merci beaucoup. Je crois en tout cas, il me semble pouvoir dire qu'on partage tous en tout cas cette préoccupation de sauvegarder une souveraineté en matière d'industrie chimique. Et je crois que nous considérons tous, il me semble, que c'est un secteur stratégique. Et je dois dire que vous dites on ne peut pas tomber plus bas, mais à l'heure d'aujourd'hui, néanmoins, c'est plus de 200 000 emplois. Donc même en matière d'emploi, évidemment, sans compter tous les emplois indirects qui sont menacés quand un site industriel chimique ferme. Donc évidemment, c'est pour nous une grande préoccupation. Et je l'avais dit en introduction, évidemment qu'il y a des bouleversements géopolitiques mondiaux qui frappent aussi le secteur industriel et nous en sommes pleinement conscients. Et c'est l'objet aussi de cette audition et des auditions que nous aurons par la suite, parce que nous allons faire une série comme on l'a fait sur l'industrie automobile. Et voilà, on souhaitait vous auditionner et donc là aussi, avec la suggestion de certains collègues, vous auditionner en préalable avant, y compris d'auditionner un certain nombre d'industriels et patrons du secteur. On a bien entendu aussi vos diverses préoccupations, la question notamment de la concurrence déloyale, la question du coût de l'énergie et évidemment de bien d'autres sujets. Mais je crois que notamment sur la protection contre la concurrence déloyale et la régulation des prix de l'énergie, nous sommes quand même, je dirais, une quasi-unanimité à porter cette idée que nous avons besoin d'outils supplémentaires en matière publique. Merci. Merci à vous.